Bon, bonjour à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Anthony Brondel. Je suis co-animateur du groupe Forêt avec Marianne Guillemin, voilà, qui est à ma droite. Et donc, comme je disais, donc, le sujet de la conférence qui nous intéresse ce matin, c'est Forêt, stopper le massacre des écosystèmes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Une brève explication sur le choix du thème de cette conférence. On parle beaucoup des problèmes climatiques, on parle énormément du carbone et du rôle de la captation de carbone par la forêt. Et en fait, on parle assez peu de la biodiversité et des écosystèmes, pas seulement forestiers, mais de manière générale, en fait, dans les médias. Il y a un très gros travail à faire là-dessus. Donc, notre préoccupation était de mettre en avant cet aspect de la forêt. Et puis, le terme, on a hésité, on a discuté, mais le terme choisi, qui est le terme de massacre, il avait pour but vraiment de montrer l'ampleur du problème forestier. Je pense que nos intervenants vont vous donner énormément d'informations précises avec beaucoup de chiffres, donc moi je ne le ferai pas du tout, juste un seul. Dans les forêts, il y a aujourd'hui à peine le tiers des écosystèmes qui sont en très bon état de conservation. Il y a un gros problème de chute de la biodiversité, également forestière. Donc voilà la raison qui nous préoccupait. Et puis juste en introduction, vous dire qu'on connaît tous le problème du réchauffement climatique. On a la chance là d'être dans une salle qui est presque fraîche. Je voudrais qu'on ait tous à l'esprit le fait que si nous on a soif, on peut aller boire. Que nous, on peut se déplacer pour aller à l'ombre, que les arbres, eux, ne le peuvent pas. Et que la raison pour laquelle les forêts se trouvent dans un état qui devient carrément alarmant, c'est que c'est nous qui avons créé ce problème. Donc pensez quand vous buvez un verre d'eau que non seulement les arbres ne peuvent pas en faire autant, mais qu'en plus de ça, l'eau que vous buvez vient des arbres. Les arbres jouent un rôle énorme dans la conservation, la filtration de l'eau. Et le fait d'abîmer les forêts, le fait que les forêts se portent mal, ça agit directement sur notre capacité à avoir une ressource en eau. Voilà, donc c'était... Et pourquoi massacre ? Parce que l'industrialisation forestière, la propension au machinisme de plus en plus exponentielle, donne des capacités de destruction à l'espèce humaine sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu accomplir jusque-là. Juste pour mémoire, les forêts datent du Carbonifère, il y a 400 millions d'années. Ça fait 400 millions d'années qu'elles sont là, et nous, en un siècle, si on ne fait rien là, maintenant, tout de suite, on est sur le point de tout détruire. Je pense que les intervenants que Anthony va vous présenter, heureusement, sont là. Vous expliquer les données plus précisément du problème. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des solutions. On les a sous la main, les solutions, il suffit de les appliquer. Donc on va vous expliquer ça maintenant. Je laisse Anthony vous les présenter. Donc, pour les intervenants aujourd'hui, Patrice Martin, secrétaire général du SNUFEN, solidaire. Voilà, donc on a des très bons intervenants ce soir, aujourd'hui. Alice Zimmermann, c'est la chaleur, du réseau Alternative Forestière. Ensuite, Tony Bernard, donc, qui est président de l'agglomération de Thiers. Et enfin, Catherine Couturier, donc, qui est notre députée France Insoumise NUPES et qui s'occupe des questions de forêt. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Alice. Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi je suis Alice Zimmermann, j'ai travaillé en forêt sur le terrain à l'Office national des forêts pendant 23 ans. Et j'ai quitté l'ONF il y a 2 ans et je suis devenue formatrice libérale en sciences et techniques forestières. Je forme les forestiers de demain. Et j'ai la chance de travailler pour divers organismes et donc de corriger notamment des rapports de stage un peu partout en France. Ce qui fait que je vois ce qui se passe un petit peu partout en France et c'est assez intéressant. La forêt, pour commencer, bien évidemment, aujourd'hui, elle est vitale. C'est avec l'océan l'une des solutions que l'on a pour survivre, tout simplement. Je n'irai pas par 4 chemins parce que je n'ai pas beaucoup de temps.
Et évidemment, si vous passez un quart d'heure là en plein cagnard ou un quart d'heure en forêt, vous verrez tout de suite la différence, que ce soit au niveau de la température ou au niveau de l'hygrométrie. L'idéal aujourd'hui, ce serait qu'on ait de la forêt un peu partout pour donner une chance à nos enfants de survivre tout simplement. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent cet argument tout simplement pour installer de la forêt partout. Après, il faut voir un petit peu ce qu'on appelle la forêt. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire pour vous dire qu'après-guerre, notamment, il y avait beaucoup de forêts qui étaient dans des états épouvantables après les combats, notamment en forêt de Verdun par exemple. Mais il y avait aussi beaucoup de déprises agricoles. Et donc l'État a créé ce qu'on appelle le Fonds forestier national et on a fait partout des plantations, mais avec un objectif évidemment de rentabilité. Et on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on les a, mais à l'époque, on a planté un petit peu partout, notamment beaucoup de résineux, notamment des épicéas, en masse, en fait, vraiment sur de grandes surfaces, avec des fortes densités, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Je vous mets un tout petit peu d'images, qui ne doivent pas vous déconcentrer, mais que je passe volontiers à mes élèves qui ne sont pas convaincus, parce que le problème, c'est qu'on a planté des forêts qui sont du même âge et avec une seule essence, qu'on appelle des forêts monospécifiques. Le résultat, alors ça rapportait beaucoup d'argent, notamment dans le sud-ouest avec les pins maritimes, mais aussi avec les épicéas qui, au départ, ont plutôt bien poussé. Mais il y a des endroits, à l'époque, les forestiers avaient horreur du vide, encore un peu aujourd'hui, et on plantait les épicéas, y compris dans les tourbières, y compris dans les milieux humides, y compris en plaine, alors que ce sont des essences d'altitude. Donc aujourd'hui, on a des ravageurs qu'on appelle le scolite, qui sont présents naturellement, il y en a plein auprès de toutes les essences, mais quand ils s'attaquent à des forêts monospécifiques d'une seule essence qui sont fragilisées par les canicules et la sécheresse, évidemment, ça fait des ravages. Et on se retrouve avec des forêts très dépérissantes et complètement ravagées. Des forêts qui, ayant toutes le même âge, avec des résineux, ont une biodiversité très limitée. Et évidemment, la façon dont on les exploite va jouer aussi beaucoup sur ces sols forestiers qui mettent énormément de temps à se former et qui sont de véritables éponges, en fait, des régulateurs d'eau. Et qui sont aussi massacrés par les exploitations quand elles sont mal faites ou quand elles sont sur des sols humides, mais aussi par cet enrésinement massif. Vous avez ici des images de l'Argonne où sur des centaines et des centaines d'hectares, on a reboisé en épicéas. Ils sont à peu près tous du même âge et aujourd'hui sont tous morts. Voilà. Alors on aurait pu tirer les leçons du passé, des erreurs que nous avons faites. Aujourd'hui, on a des connaissances en pédologie, l'étude du sol, et en otécologie, c'est-à-dire l'adaptation des essences à leur milieu, qui nous permettrait justement d'éviter ces erreurs. Mais nous avons aussi un intérêt économique, industriel, parce que tout ce bois rapporte énormément d'argent. Et par exemple, dans le sud-ouest, on a planté beaucoup de pins, ils ont brûlé, on a replanté des pins, ils sont tombés à la tempête, on a replanté des pins qui viennent de rebrûler. Donc peut-être qu'on pourrait sortir des leçons de cette histoire. Malheureusement, le plan de relance de l'État, tel qu'il a été conçu, est un plan économique à la base, qui s'est transformé aussi en une aide à une adaptation des forêts au réchauffement climatique, mais aussi une aide à la valorisation économique des forêts. Et ce que l'on voit un peu partout, sachant qu'il est très difficile d'avoir des chiffres en fait, de savoir exactement quelles surfaces de quelles essences ont été plantées. Le problème, c'est que souvent, pour remplacer les épicéas, on plante du Douglas avec avec moins de mélange, un petit peu de mélange, c'est obligatoire, un petit peu de feuillus parfois, ou alors du résineux avec du résineux. Et le problème du résineux, c'est qu'il y a de la résine dedans, donc c'est sensible au feu. Donc, alors qu'on pourrait peut-être laisser un petit peu la nature s'adapter, parce qu'elle a une capacité d'adaptation, les arbres ont une capacité d'adaptation qu'on ne mesure pas vraiment. On attend d'avoir les preuves scientifiques, mais c'est vrai que la forêt était là avant nous, elle sera là après nous. La forêt, ce ne sont pas juste des individus d'arbres, c'est un collectif d'espèces
qui s'adaptent très bien, puisque les graines, en fait, vont cheminer avec les animaux qui, eux, vont chercher aussi les milieux dans lesquels ils vont survivre. Et au lieu de laisser cette adaptation, on l'accompagne en plantant des essences qui poussent très vite. Et le problème, c'est qu'on risque de se retrouver tout simplement avec le même problème accentué par le réchauffement climatique. Donc avec ce plan de relance qui a un intérêt économique pour énormément de gens, bien évidemment, hein, que ce soit pour l'exploitation du bois ou pour ces plantations, qui ont peu d'avenir, disons-le, sous prétexte de compensation d'émissions de carbone, sachant qu'une plantation, ça va mettre une vingtaine d'années avant de fixer vraiment du carbone, il faut qu'elle survive jusque-là, qu'elle ne brûle pas d'ici là, et alors qu'on rase des forêts aujourd'hui qui seraient économiquement inintéressantes, parfois sur des très grandes surfaces, hein, on est des parcelles de 30, 40 hectares qui sont rasées au-dessus des villages parfois, et avec les conséquences que l'on imagine. On est en train, au lieu de laisser la forêt reprendre le dessus, de l'accompagner, de la protéger, on est en train de refaçonner des bombes pour nos enfants. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on peut en effet parfaitement faire autrement. Aujourd'hui, il s'agirait de protéger ce qu'il y a, d'aider à l'installation naturelle des forêts mélangées et feuillues, plutôt que de recommencer les erreurs du passé. Voilà, donc il y a de l'espoir, mais c'est vrai que tant qu'on aura la lorgnette économique et le profit immédiat, le problème c'est aussi notre vision du temps qui est complètement faussée. Quand on pourra penser au temps des forêts au long terme, on pourra préserver les milieux pour nos enfants. Voilà. Bien, ben, je pense qu'effectivement, l'introduction, 10 minutes, c'est très court, donc je vais essayer aussi de profiter au maximum et d'optimiser ce temps de parole. Donc moi je suis Patrice Martin, secrétaire général du SNUPFEN, le syndicat national unifié des personnels de la forêt et des espaces naturels. On est affilié à l'Union syndicale solidaire. On est le syndicat majoritaire à l'Office national des forêts qui a été créé en 1965 suite à la loi Pisani du ministre de l'Agriculture de l'époque qui a dézingué l'administration des eaux et forêts, la plus vieille administration française, pour d'un côté créer le Centre national de la propriété forestière qui gère, ou en tout cas fait vraiment ce qu'il peut, comme il peut avec le peu de moyens qu'il a, pour la forêt privée qui représente quand même 3/4 des forêts françaises. Et d'un autre côté, donc l'Office national des forêts, qui est désormais un établissement public mais à caractère industriel, qui gère les forêts publiques, aussi bien domaniales que communales, enfin la forêt des collectivités territoriales en général. Pourquoi on a réagi? Parce qu'effectivement, on a tout de suite compris que c'était le début de la fin, c'est la privatisation d'une administration, mais surtout créer un outil, en fait, c'est bien aussi la privatisation des forêts, y compris des forêts publiques, même si c'est insidieux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la forêt, Alice l'a très bien exposé, à travers le Fonds forestier national, on voit que la politique forestière, en fait, du temps où il y avait véritablement une politique forestière, elle a toujours été axée sur la production, et sur la production de bois d'œuvre à court terme, en vue des usages industriels. Et ça, c'est absolument catastrophique. Alors, on a effectivement eu des catastrophes, on l'a expliqué. Hein, on a des centaines et des centaines d'hectares d'épicéas en plaine qui sont morts, etc. Enfin bon, c'est juste, ça c'est un juste retour des choses. Tant pis pour la Caisse des dépôts et consignations qui a voulu faire ça du côté de Dijon. Mais on voit qu'on continue. On n'a toujours pas compris qu'en fait, vouloir industrialiser les forêts, c'est un non-sens écologique, économique et social. Aujourd'hui, alors il y a des personnes présentes aussi dans la salle, on a dans le Morvan, dans le Limousin, effectivement, mais c'est surtout effectivement dans les campagnes, et surtout où là il y a une majorité de forêts privées, on rase des forêts qui sont très équilibrées, très mélangées, étagées, avec beaucoup de feuillus, qui sont résilientes, qui sont beaucoup plus capables d'absorber effectivement en plus les changements climatiques par rapport à des monocultures qui, dès
Dès qu'une monoculture a effectivement un parasite, bah forcément, c'est catastrophique et tout le peuplement y passe. Et en plus, c'est des monocultures en futaie régulière. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le type, mais c'est des plantations, effectivement, où tous les arbres ont le même âge. Et donc, à un moment, bah, de toute façon, à l'issue, il faut faire une coupe rase, donc, ce qui amène de la chaleur au sol, ce qui amène de l'érosion, etc., etc., quoi. Donc, toute cette problématique de gestion forestière avec une vue à très court terme, avec des essences à croissance rapide, on l'a dit, du Douglas, mais aussi, donc c'est à peu près sur une révolution de 60 ans, sur des pas maritimes dans le sud-ouest, c'est juste l'intérêt d'essayer d'alimenter une filière, ce qui a une légitimité. Hein. La forêt, il faut bien savoir que la forêt, elle n'a pas besoin de l'homme. Elle dit, ça fait un petit moment qu'elle est là. Et par contre, l'inverse, si la forêt n'existait pas, nous, on ne serait pas là. Et ça sera toujours comme ça. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ça. Parce que parfois, on entend des arguments en disant, oui, mais heureusement qu'on fait de la gestion forestière et qu'on fait des coupes parce que ça entretient la forêt. Non, la forêt, sans nous, elle se débrouillerait bien, bien mieux. Maintenant, il y a des vertus. Il y a des vertus, effectivement, économiques. Une filière économique forêt-bois, c'est environ 400 000 emplois en France, c'est pas négligeable. Juste par titre de comparaison, c'est plus que la filière automobile. Ça donne quand même une petite idée. Mais il y a aussi effectivement tout un aspect social et surtout, et de plus en plus, c'est un refuge de biodiversité. Et de plus en plus, avec les changements climatiques, ça va devenir effectivement quelque chose d'absolument... ça l'est déjà et ça le sera encore plus par rapport à toutes les aménités positives que peut amener une forêt, à savoir la filtration de l'air, la fixation du carbone, la purification de l'eau, la lutte contre l'érosion, etc., etc., quoi. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à sortir d'une logique qui est industrielle. Alice a parlé tout à l'heure de la politique forestière, si tant est qu'on puisse appeler ça une politique. C'est mettre de l'argent public pour planter des arbres. Mais une plantation d'arbres, un champ d'arbres, c'est pas une forêt. Une forêt, c'est un mélange intrinsèque extrêmement interpénétré entre différentes espèces et entre les espèces et leur milieu naturel. C'est très complexe et c'est un équilibre qui est fragile, mais qui sait aussi s'autoréguler. Et la forêt, elle est en capacité d'avoir cette résilience pour pouvoir résister. Or, on a toujours eu une vision hyper interventionniste en disant « Oula, l'homme c'est une supériorité absolue, donc il faut qu'on intervienne, il y a un petit problème, il faut qu'on intervienne, et on va couper, et on va raser des forêts, et on va replanter, et puis comme ça ira bien avec des essences qui viennent, d'ailleurs on ne sait pas d'où, on ne sait pas quoi planter, mais ça fait rien, on va planter, c'est ça l'essentiel. Et tout ça, avec de l'argent public, en fait, ça cache l'idée de dire, eh ben, c'est un bon, sous couvert de lutter contre le changement climatique, c'est un bon prétexte pour pouvoir raser des forêts feuillues, et puis donc en tirer les produits qui sont là actuellement, y compris avec des très beaux arbres, mais qui méritaient de grossir, pour pouvoir planter des arbres qui sont, soi-disant, réputés adaptés à l'industrie. Et là aussi, c'est un non-sens absolu. Un arbre, quand il va pousser, il va mettre... alors, pour les croissances rapides, je disais 60 ans, mais si on prend un chêne, selon les essences, c'est 120, 180 ans, et puis quand on dit, là, c'est pour nous, par rapport à ce qui est l'optimum économique, mais un chêne, il peut vivre des centaines d'années, il n'y a pas de souci, et il rendra tous les services qu'il rend à l'humanité aussi, et à toutes les autres espèces. Donc c'est juste un prétexte pour dire on va raser, on va récupérer ces bois et on va essayer de transformer ça en des forêts monospécifiques d'une seule essence, bien souvent résineuses, parce qu'il y a une industrie qui s'est spécialisée là-dedans. Ce qui est complètement absurde, parce qu'en fait, de toute façon, on ne peut pas connaître le marché dans 60, 100 ans, 120 ans. Des fois, 6 mois, il suffit que la Chine nous tourne le dos, c'est ce qui s'est passé en 99, pour que tout notre système économique s'écroule. Toute la filière s'écroule, parce qu'effectivement, la filière était tirée par le marché chinois à l'époque. Donc, en 6 mois, ça peut changer. Donc, vouloir adapter la forêt à des besoins, enfin, considérer la forêt comme un gisement minier, une forêt-usine, hein, une usine à bois, c'est complètement délirant, c'est inadapté, etc.
Ça fait longtemps qu'on le fait, et comme disait Alice, on n'en tire toujours pas les conséquences. Mais ce qui est extrêmement grave maintenant, c'est qu'il n'y a plus aucune vision, c'est vraiment du planter 1 milliard d'arbres à court terme, c'est juste prendre de l'argent public pour les donner à la fois aux pépiniéristes, aux coopératives. C'est dommage que l'association Canopée soit pas là, mais je vous invite à lire un article qui est paru ces 2 derniers jours dans l'Humanité, où effectivement il y a une très très bonne analyse sur le sujet, quoi. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait, parce qu'on a des coopératives qui mettent la main sur la filière, sur des méga filières, des méga entreprises, et qui arrivent effectivement, alors à la fois vont toucher de l'argent en récoltant les forêts, qui elles aujourd'hui remplissent bien leurs fonctions, et ensuite en replantant derrière, etc. Donc c'est vraiment une escroquerie intellectuelle, c'est une escroquerie tout court d'ailleurs, hein, c'est du détournement de fonds. Enfin moi je pense qu'on peut le dire, c'est essayer de faire passer une lutte contre le changement climatique. Essayer de faire croire qu'on va essayer d'adapter les forêts, alors qu'en fait on est juste en train de les massacrer pour les transformer au profit des industriels. Donc ça c'est vraiment absolument catastrophique. Après bon, on peut toujours toucher un petit mot sur la lutte, et je vais faire très court, sur la lutte aussi contre l'incendie, parce qu'effectivement les forêts sont de plus en plus fragilisées. Et dans les luttes contre l'incendie, l'ONF joue un très grand rôle, puisque c'est nous qui sommes chargés principalement de contrôler les obligations légales de débroussaillement, ce qui oblige en fait les propriétaires à débroussailler autour de leurs propriétés, et notamment les habitations, de manière à faciliter l'intervention des pompiers, mais surtout à la base, parce que la meilleure lutte contre les feux de forêt, c'est justement qu'il n'y a pas de feu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a fait ses preuves depuis les années 80, depuis que cette stratégie a été mise en place. Mais encore faut-il pour ça qu'il y ait des moyens, des effectifs. Et je terminerai là-dessus. Notre problème, c'est que à l'Office national des forêts, on a perdu 40% de nos effectifs en 20 ans. Et en plus, depuis 5 ans, il n'y a même plus de fonctionnaires qui sont pleinement assermentés. Et enfin, il n'y a plus de recrutement de fonctionnaires qui eux seuls peuvent être pleinement assermentés et armés, parce qu'on a des missions de police, pour faire justement tous ces contrôles-là, alors qu'il y a de plus en plus de besoins. Voilà. Bon, j'ai été obligé d'aborder beaucoup de choses, beaucoup de notions en peu de temps. Je suppose qu'après, il y aura peut-être des échanges avec la salle. Je vous remercie de votre attention. Bien. Alors, je vais juste monter d'un étage pour mieux vous voir toutes et tous. Bonjour, je suis Tony Bernard. Moi, alors, il a été mis dans le programme que j'étais là en tant que président d'un EPCI, ce qui est vrai, dans le Puy-de-Dôme. Mais je vais aussi, et voire surtout, vous parler en tant que maire d'une commune de 800 habitants qui s'appelle Châteldon, qui est connue peut-être pour son eau minérale, pour les gastronomes. Pour autant, ça en fait une commune pauvre, je précise. Et il a été question du FFN, du Fonds forestier national, de l'après-guerre. Châteldon est une commune avec un bourg médiéval et beaucoup de hameaux ruraux. La forêt était présente à la fin de la guerre à 25% sur les 2800 hectares que comporte la commune. Aujourd'hui, la forêt est présente à 80%. Et à 90%, cette forêt est privée. Et elle est effectivement gérée tel que ça a été décrit, avec des plantations typiques de cette après-guerre. Et aujourd'hui, tout le monde s'émeut de voir des coupes rases. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors comme le temps est contingenté, il faut aller à l'essentiel. J'ai aussi été président d'un parc naturel régional, et à ce titre-là, j'ai côtoyé beaucoup d'expériences dans les parcs naturels régionaux. J'ai vu ce qui se passait dans d'autres départements. Je pense notamment au département des Vosges, où on a des secteurs où la forêt est publique à 80%. Alors, quand on voit cette différence, on peut soit se lamenter, soit décider d'agir. Et le conseil municipal a pris l'orientation unanime de dire, eh bien, la meilleure façon de lutter contre ce massacre, eh bien, c'est de convertir de la forêt privée en forêt publique.
faire en sorte que la forêt soit comme l'eau, soit considérée comme un bien commun et non plus une marchandise. Permettant à la fois d'avoir un modèle de futaie irrégulière, de futaie jardinée, permettant d'avoir de l'hétérogénéité dans les peuplements, dans les âges, et faire en sorte qu'elle soit effectivement plus résiliente, qu'elle s'adapte davantage. Alors nous, elle est aussi étagée en altitude, puisqu'on démarre à 300 mètres, on finit à 800 mètres. Il y a effectivement des feuillus, des résineux. Ce qu'on constate quand elle est prisée, c'est que les feuillus sont coupés et remplacés par des résineux. Donc, logique de la rentabilité à court terme. Et on a donc décidé de passer à l'action. Alors, comment on fait? On contacte tous les propriétaires privés et on leur propose d'acheter leur forêt. On fait ça depuis 18 mois, c'est très récent, mais alors il y avait déjà une 50aine d'hectares de forêt communale ou sectionnelle dans le patrimoine de la collectivité. On va terminer l'année 2023 à 200 hectares supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va passer de 50 hectares de forêt publique à 250 en 18 mois. Alors démarche, clairement, on a embauché quelqu'un, un contrat de projet pour faire ça pendant 1 an. Alors on avait les 50 hectares de forêt qui étaient déjà gérés par l'ONF en forêt publique, nous avaient permis sur une coupe récente d'avoir un petit stock de recettes qu'on a utilisées pour amorcer la pompe de l'achat. Et alors quel est l'intérêt d'en parler aussi au-delà de l'échelon communal? C'est de dire que si une commune de 800 habitants qui n'a pas d'argent l'a fait, d'autres peuvent le faire, des intercos peuvent le faire, des structures plus grandes encore peuvent le faire, des départements, des régions, enfin l'État pourrait continuer à avoir une politique un peu plus stratégique. On parle de planification écologique, mais enfin pas beaucoup d'exemples concrets aujourd'hui. Souvent les collègues maires me disent, mais où trouves-tu l'argent? Et je leur réponds, à la banque. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors on n'a pas braqué une banque, on est allé voir la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations, alors non pas pour qu'elle plante à notre place, mais on dit voilà, on veut acheter des forêts, et on voudrait... alors ils ont créé un prêt qui n'existait pas, ils n'avaient pas de prêt. On est la première commune, j'ai signé ça il y a 15 jours, donc pour vous dire que c'est réel, un prêt sur 40 ans, dédié à l'achat de forêt. Donc si vous êtes dans un conseil municipal, sachez que dorénavant la Caisse des dépôts fait des prêts sur 40 ans pour acheter des forêts, et qu'en 40 ans, on peut arriver, alors on a peut-être, au final, notre objectif c'est d'arriver au pire à 0 de taux de rentabilité. Si on est à 1 ou 2%, très bien, parce que la gestion durable, c'est pas 10, c'est pas 12, c'est pas 15%. Et les modèles aujourd'hui privés sont dans cette logique de rentabilité, sur des exigences que l'écosystème de toute façon ne peut pas fournir, sauf avoir de la forêt qu'on moissonne comme un champ de maïs tous les 30 ou 40 ans. Et on a aussi dans cet objectif de rentabilité minimale prévu de consacrer une partie des acquisitions de la collectivité, bien sûr en travaillant avec l'ONF, pour nous on a un service public, on veut le conforter, on veut le défendre, d'inclure une partie de ces acquisitions dans une démarche de forêt primaire, c'est-à-dire de forêt sanctuaire qu'on ne touche plus, parce que dans ces acquisitions, là on vient d'acheter un ensemble de 60 hectares d'un seul tenant. Sur ces 60 hectares, il y en a 40 qui sont de la forêt exploitable, en futée et régulière, et qui ont été conçus pour ça. Et il se trouve que dans cette acquisition, il y a 20 hectares de forêts qui sont a priori des forêts qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme depuis plusieurs siècles. Et dans le document de gestion qu'on va établir avec l'ONF, on souhaite que cette forêt reste intacte le plus possible. Donc trouver un équilibre qui permet aussi d'avoir cette fonction liée au réchauffement climatique, liée aussi non seulement pour capter du carbone, mais pour aussi favoriser la pluviométrie. On sait que dès qu'on coupe des arbres, il pleut moins. Donc on a la conviction que les communes ont un rôle à jouer. Et je crois que si on a aujourd'hui une alternative à portée de main
Alors bien sûr, on parlait des océans et de la forêt, mais concrètement, on a 36 000 communes en France. Moi, ce que je conseille aux camarades, aux éco-citoyens qui sont ici, c'est de rentrer dans les conseils municipaux. Et si vous y êtes déjà, faites pression pour partout où il y a de la forêt, qu'elle devienne de la forêt publique. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Et on l'a fait sans argent. Je vous dis, on avait, pour amorcer la pompe, on avait en gros 100 000 €. Et le reste, on est allé à la banque. Et on va continuer à acheter de la forêt tous les ans. Et maintenant que la Caisse des dépôts a pris l'habitude de nous prêter de l'argent pour acheter de la forêt, on a déjà prévu l'année prochaine d'acheter encore 200 hectares de plus. Après les questions. Après les questions. Voilà, donc c'est pour dire que tous les niveaux de collectivité peuvent le faire. Les collectivités ont l'obligation de soumettre leur forêt au régime forestier. On a la chance d'avoir un service public, même si on peut considérer que l'État le malmène, ce service public, mais si nous, les collectivités territoriales, on joue le jeu, on peut peut-être aussi mettre en place un contre-modèle, un autre modèle, et inviter l'État à dire, bah, écoutez, si nous on le fait avec nos petits moyens, avec ce beau service public qu'est l'ONF, peut-être que l'État aussi pourrait prendre exemple. Alors, il y a d'autres façons, hein. C'est vrai que si toutes les personnes qui ont un intérêt pour la forêt, un intérêt, je dirais, vertueux pour la forêt, bah, peut-être que c'est aussi se faire offrir un hectare de forêt pour Noël, c'est une idée de cadeau à suggérer. En tout cas, les collectivités ont un rôle à jouer, et je suis très heureux de vous faire partager avec beaucoup d'humilité, hein, parce que, mais je vous le dis, c'est fait dans une commune qui n'a pas d'argent, et l'idée c'est de faire en sorte que profiter du fait d'être aussi président de PCI pour inviter la démarche, enfin une transposition de la démarche à l'échelle supérieure pour amplifier le mouvement, parce qu'il y a bien une chose qui est évidente, ça a été dit, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une urgence. Voilà, merci. Merci à Tony. Donc je vais modifier un peu ce que j'avais prévu de dire. On vient d'avoir un exemple concret que quand on détient, quand on a la maîtrise de pouvoir décider des choses, on peut faire des choses. Et on peut protéger notamment la forêt. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, moi je vais me concentrer sur un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale et notre rôle du groupe. Malheureusement, comme vous le savez, hein, on n'est pas majoritaire. Et donc, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, pour imposer et mettre déjà à l'ordre du jour un projet de loi qui, justement, protégerait les forêts et permettrait aussi de garantir une amélioration du puits carbone de nos forêts, eh bien, il faudrait qu'on soit en capacité d'être majoritaire et de pouvoir présenter des projets de loi. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, c'est maintenant comment ça se passe à l'Assemblée aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur 2-3 éléments qui ont déjà été abordés par les intervenants précédents. La forêt, c'est un temps long. Et aujourd'hui, le système économique dans lequel nous sommes et ceux qui, aujourd'hui, gouvernent, je dirais même au-delà de notre territoire national, ce sont des capitalistes, où le rôle de la forêt est avant tout un rôle économique. Et donc la forêt n'est pour eux vue que par ce bout-là du marché. Et donc le rôle écologique de la forêt comme bien commun, comme par exemple l'eau, n'est encore pas dans... C'est pas leur... Voilà, c'est pas leur logiciel. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les enjeux sur la question de la forêt, eh bien, nous, à l'Assemblée, on est obligé de faire avec ceux qu'on a en face de nous, que ce soit la Macronie, la droite ou l'extrême droite. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques exemples de jusqu'où l'extrême droite peut aller sur la question de l'acquisition des forêts. Je vais le faire tout de suite. Ils nous ont fait un amendement
dans le cadre du projet de loi de lutte contre les incendies, pour dire qu'il fallait, dans le cadre de la préemption des forêts, ils avaient déposé un amendement pour que ce soit que les ressortissants français qui puissent acquérir. Oui, c'est ça la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, ça a été dit tout à l'heure, le plan de relance, c'est un objectif d'aller encore plus vite sur le massacre des forêts. Ça a été dit, mais je pense que c'est un élément important. Et j'ai eu, donc, vous le savez certainement, c'était Mathilde Panot qui, sur le mandat précédent, on n'avait que 17 députés qui avaient ce sujet de la forêt. Et alors moi, je ne suis pas une spécialiste et une technicienne de la forêt. Simplement, dans le groupe, maintenant on est 75, on s'est réparti un peu plus les thèmes. Et je suis dans la commission développement durable et aménagement du territoire. Et je siège aussi dans la délégation aux collectivités territoriales. Et toi, tu as notamment abordé cette question des moyens pour les collectivités territoriales. Et donc, j'ai fait le choix de ce sujet de la forêt. Et dans la commission développement durable, vous savez, il y a ce qu'on appelle des missions d'information, des missions flash, qui permettent, alors, des moments, c'est nous qui sommes rapporteurs, parfois, parce que c'est un genre de tourniquet où on a chacun notre tour sur les missions. Et là, moi, j'ai présidé une mission d'information sur l'adaptation au changement climatique et aux milieux forestiers. Et donc, je n'ai fait que présider la mission. Il y a un rapport de 150 pages, mais je le dis, le rapport, c'est quand même Sophie Panonacle, députée Renaissance de la Gironde. Donc, vous voyez bien, la forêt des Landes, l'enjeu économique de ce secteur, le rapport, on a pu auditionner énormément de scientifiques, de collectivités, ça a duré 8 mois d'audition, on a fait 2 déplacements sur la Gironde et sur le plateau de Millevaches. Il y a des propositions, il y a 39 propositions dans ce rapport, mais je le dis clairement, ce ne sont pas les propositions que nous portons à la France Insoumise et dans le programme de la NUPES. On n'est pas à ce niveau-là au niveau du contenu des propositions. Par contre, cette mission, elle a permis d'auditionner et de pointer des réalités scientifiques aujourd'hui sur la situation. Et maintenant, il nous faut... C'est comment on fait pour que ce qui se dégage dans cette mission d'information puisse se déboucher éventuellement sur un projet de loi. Et avant d'en venir sur un projet de loi qui interdise les coupes rases, qui mettent en place des plans de gestion avec un contenu sur les futaies irrégulières et les modes de gestion, qui donnent les moyens aux services publics, l'ONF, l'OFB, le CNPF. Voilà. Il va falloir un peu de temps. Et l'idée, je vous le dis sincèrement, c'est que si on veut qu'un projet de loi passe à l'Assemblée, il faudra, et pour qu'il passe à l'Assemblée, il faut qu'il soit signé le plus transpartisan possible. Et donc, une signature le plus transpartisan possible, eh bien, faudra peut-être qu'on présente des propositions qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce que nous avons dans notre programme, mais ça ne nous empêchera pas, au moment, si on arrive à le faire passer dans les semaines parlementaires, parce que vous le savez que nous, on n'a qu'une niche sur une journée, donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour pouvoir faire passer quelques projets de loi qui soient les plus transpartisans possibles. Et on a peu de séances, parce qu'après, c'est les projets du gouvernement qu'on a. Et on sait ce que c'est, les projets du gouvernement. Donc, vous voyez que là, l'objectif pour notre groupe aujourd'hui, c'est de travailler à peut-être une PPL, un projet de loi qui commence à avancer des propositions qui va dans le bon sens, mais qui ne seront pas
ça ne nous empêchera pas de déposer des amendements, nous, le groupe LFI. Voilà, je voulais expliquer ces éléments-là, parce que des moments, souvent, on nous interroge sur comment ça se passe à l'Assemblée, comment ça fonctionne. C'est compliqué, sincèrement. Et donc, je vais revenir sur, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur le projet de loi de lutte contre les incendies de forêt. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'étais chef de file pour le groupe sur ce projet de loi. La mission venait de se terminer. Notre groupe, on a dû déposer, je crois, 44 ou 45 amendements. La NUPES en a déposé pratiquement 200. Déjà, il faut savoir que quand on dépose des amendements, si jamais ça engage une dépense au budget, les amendements, pop, article 40, et ils ne passent même pas en commission. On ne les aborde même pas. Là, donc on avait déposé, quand même, il y en avait eu un certain nombre d'amendements qui avaient été déposés sur les questions de préservation de la biodiversité, des sols, de l'eau, des modes de gestion. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc, déjà, premièrement, quelle commission a été saisie sur ce qu'on appelle le fond? C'est la commission économique. Ce n'est pas la commission développement durable. Vous voyez? Et quand on a présenté nos amendements, qu'on a mené la bataille dans l'hémicycle sur ce projet de loi de lutte contre l'incendie, qui avait des aspects qui étaient positifs, hein, sur un certain nombre de moyens pour la sécurité civile, hein, ils s'étaient rendus compte de la catastrophe qu'on avait vécue l'été dernier. C'est pour ça qu'ils avaient sorti ce projet de loi. Il ne faut pas se leurrer, hein. Ils ne voulaient pas revivre éventuellement une deuxième séance où la désorganisation des services de sécurité était dépassée. Eh bien, systématiquement, quand on a défendu nos amendements sur la question de préserver les forêts et la gestion forestière, on nous a dit on verra ça dans un acte 2. Systématiquement. Jusqu'à donc rejeter. Je crois qu'on a eu 4 amendements de NUPES qui ont été retenus. Mais vraiment, pratiquement rien dedans. C'était déjà passé au Sénat. C'est passé, donc notre groupe s'est abstenu à l'Assemblée nationale sur ce texte. Il y a eu la commission mixte. Et à la commission mixte, c'est moi qui suis allé, c'était ma première commission mixte, parce que aussi, je suis une nouvelle députée, donc c'est une première expérience. Commission mixte, vous savez, c'est cette fameuse commission, une fois qu'un texte il est passé au Sénat et Assemblée nationale, on se met d'accord, enfin ils se mettent d'accord entre eux, c'est même pas nous, on est exclus des discussions, hein. Ils se mettent d'accord entre eux, c'est ce qui s'est passé sur le projet de loi retraite, hein, ils se sont mis d'accord entre eux, et ils revotent, dans cette commission on est minoritaire, et bien souvent ça repasse après à l'Assemblée et au Sénat pour un vote définitif si c'est conclusif. Eh bien, à la commission mixte, les 4 amendements qu'on avait présentés, ils avaient été éjectés. Donc le peu qui était positif, terminé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, sur l'enjeu des forêts, ça y est, j'ai dépassé mon temps. Ah oui. Donc, et primordial. Je vais juste vous donner... j'ai eu l'occasion d'auditionner Marc Fesneau, parce que les forêts, c'est l'agriculture, hein, déjà, c'est le ministère. Eh bien, sur le plan de relance, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et sur la question, moi je l'ai interpellé sur la question des coupes rases. Et il me dit, mais bon, les coupes rases, quand il y a les scolites, mais là-dessus, il n'y a pas de souci, il faut couper, pour limiter. Et donc, là, il nous a dit, eh bien, il faut aller plus vite, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines essences qui dépérissent, et donc il faut anticiper pour pouvoir replanter tout de suite. Vous voyez un peu, ils sont uniquement dans une réflexion de rentabilité économique, et ça a été dit tout à l'heure, les grandes coopératives, telles que je vais en citer une, hein, parce que Alliance Forêt-Bois, par exemple, hein, vous savez que Canopée a mené un certain nombre d'actions, eh bien, aujourd'hui, ils continuent, ils touchent toutes ces subventions pour la replantation.
Et c'est ça le plan de relance. Donc, vous voyez que nous, il y a notre rôle, bien évidemment, donc à l'Assemblée, mais il y a aussi notre rôle, en tant que député, de soutien à toutes les associations et d'intervention sur les luttes. Bon, vous l'avez dû certainement lire, je suis intervenu sur la bataille par rapport au Bois du Chat, qui était à la limite à Tarnac. Hein. Vous savez, Tarnac, on en entend souvent parler. Le collectif, il y a eu un collectif qui s'est monté, qui a empêché une coupe rase. Je suis intervenu donc avec des élus locaux face à... il y avait à peu près 300 forestiers qui étaient là, qui voulaient en découdre et qui voulaient considérer que c'était leur outil de travail et qu'il fallait que le projet d'abattage de cette coupe qui était sur des feuillus, sur une zone humide, sur les sources de la Vienne. Vous voyez ? Bon, je ne développe pas plus sur les enjeux de la biodiversité. Je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Peut-être passer aux échanges. Merci. Alors, on va passer aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, la dame. Merci. La question que je voulais poser à monsieur Tony, j'ai oublié votre nom. C'est bien, la banque, elle vous prête, mais elle attend que vous remboursiez. Alors, comment vous remboursez si vous laissez vos forêts en libre évolution? Oui, plusieurs questions. Ouais, on va faire comme ça. Là, je peux répondre très vite. C'est qu'une partie de la forêt qui va rester en forêt primaire. Je donnais l'exemple d'un ensemble de 60 hectares, 40 hectares qui vont être en futaies irrégulières et 20 hectares qui vont être laissés en forêt primaire. On peut évidemment pas tout laisser en forêt primaire. Et puis il y a des parcelles qui ne le justifient pas. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Moi, je voulais vous parler de la biodiversité. On sait que les forêts elles ont un rôle de corridor écologique qui est absolument central et qui, dans la lutte contre le déclin de la biodiversité, va être très important. C'est quelque chose qui va nous manquer. Et donc, moi, je voulais savoir, politiquement, comment est-ce qu'on favorise l'apparition de ces corridors? Est-ce qu'on a une forme administrative? Est-ce que ça passe par l'augmentation du nombre de réserves naturelles sur notre territoire? Est-ce qu'on a, nous, à la France Insoumise, éventuellement, une autre forme de protection de ces territoires et de leurs fonctions qu'on pourrait utiliser? Est-ce qu'on a des idées là-dessus ou à l'OFB, je ne sais pas, est-ce que vous auriez des idées là-dessus? Un homme et une femme. Ouais, vas-y. Attends, non, je vais peut-être donner la parole à... Alors, moi, je vais juste dire une petite chose, c'est qu'en effet, il y a des corridors écologiques, hein, des trames vertes, des trames bleues, des trames noires aussi maintenant, qui sont très importantes pour essayer de préserver un maximum d'espèces. Moi, mon expérience technique, et après je passerai peut-être la main pour les politiques, c'est que quand on met la priorité sur la préservation, on peut parfaitement faire cohabiter à la fois l'exploitation du bois, mais raisonnée, c'est-à-dire vraiment pour répondre à un besoin et surtout par rapport à ce qu'offre la forêt, et pas quelque chose d'excessif et d'industriel, et aussi l'accueil du public tout en préservant, mais ça passe par une révolution culturelle, c'est-à-dire que le public, il faudrait qu'il accepte aussi d'avoir de la boue sur les baskets et d'avoir des branches qui tombent et des moustiques qui le piquent, par exemple. Donc, à mon avis, personnellement, on peut parfaitement allier tout ça, mais en mettant d'abord la priorité sur la préservation, parce que la santé des forêts, ça passe par la biodiversité. Les forêts, c'est pas que des arbres et du bois, c'est tout un ensemble, et elle va très bien quand cet ensemble peut cohabiter. Donc déjà, il faudrait faire de la place aux prédateurs, grands et petits, pour qu'on n'ait pas excessivement de parasites. Et pour ça, en effet, il faudrait passer par une loi, mais c'est sûr que la France d'aujourd'hui n'est pas prête et que les gens ont du mal à accepter aussi le sauvage et la biodiversité dans son ensemble. Donc ça passera d'abord, à mon avis, par une révolution culturelle. Et pour politiquement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Moi, je suis dans les Côtes d'Armor et à côté de chez moi, j'ai une forêt qui est gérée par le groupe AXA. Il y a 10 ans, ils ont rasé complètement la forêt, ils ont replanté. Et moi, j'ai eu l'occasion de racheter un petit bois, je dirais, d'1 hectare
de feuillus. Et là, actuellement, j'ai la pression, justement, d'AXA, qui veulent me racheter mon petit morceau de bois, que moi j'aime bien, que je me balade souvent dedans. Et donc j'en ai parlé à ma commune, enfin au maire de ma commune, et ben, apparemment ils ne peuvent rien faire. Ça n'intéresse pas trop de mettre les pieds dans le plat, quoi, dirons. Alors qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est quand même des grosses pressions, quoi. Je vais répondre très rapidement. Vous êtes propriétaire de votre forêt. Voilà, bon alors je ne sais pas trop quelle est la nature des pressions, mais vous avez la loi pour vous. Vous êtes chez vous. Portez plainte. Ah oui, dépôt de plainte. Dépôt de plainte, direct. Sinon, il y a une autre solution, c'est de vous présenter aux élections et de gagner la mairie. Bonjour, Régis Innoperg, je suis un des animateurs de SOS Forêt France, et je suis dans le Morvan aussi. On a une association dans le Morvan qui s'appelle Adre Morvan, et je suis président du fonds de dotation Forêt en Vie, qui est le fonds de dotation du RAF pour acheter des forêts et les mettre à disposition de groupes. Voilà. Si c'est des gens que ça intéresse, je peux en reparler un peu plus tard. Je voulais compléter un point, c'est que en fait, disons que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais concernant la gestion forestière, même privée, il faut être bien clair qu'il y a matière à faire une bonne gestion forestière privée qui gagne de l'argent. Il faut le dire quand même de façon assez claire, et c'est pour ça qu'il y a matière à faire une loi, puisqu'en fait, même économiquement, sur le long terme, on a intérêt à gérer les forêts de façon beaucoup plus responsable qu'on le fait aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un problème avec le capitalisme, mais par rapport à une gestion à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, même la gestion qui est faite, pour l'avenir si on considère le long terme, c'est une gestion catastrophique, parce qu'on est en train de détruire les sols. Les sols, c'est quand même la base de la forêt, elle pousse sur des sols. Et là, aujourd'hui, avec les coupes rases, tous les engins qui passent dessus, qui tassent les sols, etc., donc on a un énorme problème à l'avenir. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a notamment en Lorraine, dans les forêts de l'ONF, les problèmes ont été aggravés dans les endroits où on avait en catastrophe évacué les arbres pendant la tempête de 99, en faisant un peu n'importe quoi avec des engins partout, etc. Donc voilà. Donc, et sachez qu'il y a des propriétaires forestiers privés qui gèrent bien leur forêt et qui gagnent de l'argent avec. Alors après, je ne sais pas si ça va durer longtemps avec le changement climatique. Peut-être ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais voilà. Mais il y a donc moyen de faire bien et de préserver la biodiversité, de préserver les sols et de préserver le carbone aussi, parce qu'on n'en a pas assez dit aussi, c'est que le carbone, il est aussi stocké dans les sols. Il y a plus de carbone dans une forêt équilibrée, bien gérée, il y a plus de carbone dans le sol que dans l'arbre. Donc en fait, tous les atouts sont là. Et en fait, pour finir, parce que je ne veux pas être trop long non plus, le problème, c'est uniquement les subventions. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de subventions, la politique industrielle d'aujourd'hui, elle ne tient pas la route. Hein. C'est-à-dire que ça ne tient, parce que c'est énormément de travail, de faire des plantations, débroussailler, éclaircir, etc. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça que les coopératives aiment bien ce mode de gestion. Donc ça fait beaucoup d'argent qui rentre dans leur caisse, mais en fait, c'est pas du tout rationnel, en fait. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une question. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut inciter les communes de France à racheter les forêts et faire une gestion publique. Ma question, c'est en attendant que ces communes puissent ou veulent bien, ou aient une démarche sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que du coup le rachat privé, du coup racheter à titre privé des forêts et les laisser vivre leur vie de forêt est une bonne idée ou pas? Et sinon, quelle autre solution? Voilà. Moi, j'ai envie de vous répondre, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire dénoncer ce mensonge de l'État
qui dit qu'il veut compenser du carbone alors qu'on coupe des forêts qui l'absorbent et que l'on plante des plantations qui vont certainement brûler, donc ils vont tout relâcher, et qu'il y a derrière juste un intérêt économique. Et ça, il faut le dénoncer le plus fort possible, le plus haut possible, pour que les choses s'arrêtent et que le mensonge soit levé. Ça, c'est une première chose. Ça prend du temps, mais plus on sera nombreux à le crier haut et fort et à dénoncer le mensonge, plus on va prendre conscience tous les uns les autres de l'urgence, en fait. Quand on n'aura plus d'eau au robinet, je pense que tout le monde va comprendre qu'il y a absolument urgence à ce que la forêt et les végétaux puissent reprendre le dessus et l'ensemble de la biodiversité pour préserver l'eau. En tout cas, je l'espère. Et puis autre chose, il y a aussi le milieu associatif qui est un tissu finalement qui prend de l'ampleur, qui prend de la puissance et qui est un contre-pouvoir. C'est malheureux à dire, mais c'est la seule chose pour l'instant qu'on peut faire. Et mobiliser ce tissu associatif, voire lui faire prendre de l'ampleur localement. Voilà. Et je ne sais plus, mais je voulais insister aussi sur le fait que la valeur du bois doit être remise aussi sur la table, parce que c'est sûr que quand on brade des arbres qui mettent 2 siècles à pousser, c'est aussi une catastrophe. Et la valorisation de la main-d'œuvre aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des emplois derrière, mais si on relocalise tout, si on utilise le bois de façon raisonnée et locale, on va aussi refaire un tissu local au niveau de l'économie du bois. Ça, c'est important. Oui, juste un tout petit complément sur la question, parce qu'effectivement c'est très intéressant. Il y a les achats effectivement par les structures politiques, enfin en tout cas voilà, les collectivités. Mais il y a des associations qui commencent à se créer aussi, et qui font la même chose et qui achètent, et pas nécessairement pour laisser en libre évolution. On peut très bien gérer une forêt et qui soit rentable, etc., tout en conservant l'ensemble des 3 missions qu'on affecte à la forêt, à savoir la protection des milieux, l'économie et le social. Donc par exemple, mais aussi il y a d'autres associations qui se montent un petit peu partout sur le sujet, et puis effectivement, et puis ensuite qui viennent effectivement déployer en marge une filière de proximité derrière avec des petits artisans, etc. Et en fait, c'est toute la filière qu'il faut repenser. Moi, je vais juste témoigner localement. 5 km à côté de chez moi, il y avait une immense propriété où il n'y avait pas de succession ou très très lointaine, et il y avait une pression énorme d'une coopérative qui voulait acheter, et donc on a monté en fin de compte une association, et on est en train de déposer un projet avec chacun a mis un petit peu, s'est engagé sur des fonds pour pouvoir acquérir en fin de compte cette parcelle qui partirait à quelqu'un qui derrière, tout de suite, ça serait une coupe rase sur plus de 40 hectares. Et donc vous imaginez bien que voilà, donc c'est long parfois un petit peu à se mettre en place, mais justement il faut qu'on travaille ces sujets-là. Et surtout, moi, ce que je constate, pour avoir beaucoup discuté sur ce sujet-là, il y a une prise de conscience citoyenne de plus en plus importante sur l'importance de la forêt, et que la forêt... Je vais donner... on a dit beaucoup tout à l'heure, la forêt c'est un bien commun. Mais je peux vous dire, moi, quand j'ai sorti cette notion la première fois dans l'hémicycle, et que je l'ai dit dans ma déclaration au moment de la lutte contre les incendies, que la forêt était un bien commun, vous auriez entendu le brouhaha, mais non. Pour eux, la forêt, elle est privée. Et donc, ils considèrent que les propriétaires ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi... les propriétaires privés, c'est des toutes petites parcelles. Et en milieu rural, bien souvent, c'est un complément de revenus. Et on sait que parfois, il y a des coopératives qui viennent et qui mettent des pressions énormes pour pouvoir acquérir des parcelles. Alors ils vont en prendre une petite aujourd'hui, une autre petite là, et au bout d'un certain temps de ces acquisitions, eh bien, pop, il rase tout. Et c'est là qu'on a des désastres sur des coupes rases qui parfois font
10 hectares, 15 hectares, et ça c'est un désastre écologique. Et je pense qu'il faut qu'on continue à expliquer l'enjeu de la forêt pour la vie sur Terre. Voilà, je crois qu'il faut le dire comme ça aussi aux gens, et c'est en train d'évoluer. Bonjour, Alain Roch, je suis secrétaire national de la CGT de l'INRA et chercheur sur les insectes forestiers. Bon, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il manque quand même une notion dans notre discussion. Et quand Fesneau dit on va planter, on va couper pour planter, pour adapter, d'une certaine manière, il y a un élément de vrai dedans. La seule chose, c'est que Fesneau ne sait pas vraiment quoi planter. Parce qu'aujourd'hui, les forêts monospécifiques sont liées à des dégâts importants, c'est une évidence même pour tout le monde. Je pense que c'est largement partagé aujourd'hui. Dès l'instant où il y a un choc d'une nature quelconque, par exemple une sécheresse, les arbres sont moins résistants et dès l'instant où c'est la même espèce qui est plantée, les insectes peuvent arriver à percer leur défense et ensuite se développer et faire des dégâts considérables. Tout le monde le sait aujourd'hui, même s'il y a des résistances, c'est évident. Mais la question qui nous est posée, c'est qu'il y a le changement climatique. Et comme il y a le changement climatique, quelles essences planter? Parce que j'ai entendu des discussions sur la biodiversité. Il ne faut pas être naïf. Il n'y a aucune forêt naturelle en France métropolitaine, quasiment, à part peut-être en haute montagne. Il y en a en Guyane. Mais quand vous dites forêt primaire, non, il n'y a pas de forêt primaire. C'est une forêt que vous avez laissée en libre évolution. Et donc la biodiversité, c'est la biodiversité correspondant aussi à un façonnage par l'homme. C'est l'homme qui a façonné toutes les forêts qu'il y a aujourd'hui en France. Donc moi, je n'oppose pas gestion raisonnée et puis intérêt pour la biodiversité, mais je pense qu'on a intérêt, nous, à avoir en tête que nécessairement, il va y avoir adaptation des forêts par rapport au changement climatique. Or, au niveau de l'INRA, par exemple, on est incapable aujourd'hui, compte tenu des faibles ressources, aussi bien en moyens financiers qu'en personnel de l'Institut, de donner des réponses précises en disant il faut prendre telle variété de chênes ou telle population de chênes qui sera plus résistante dans une situation à 50 ans où on aura cette évolution climatique. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Et donc je pense que, et je vais conclure là-dessus, les deux questions qui me semblent les plus importantes, c'est arrêter la liquidation de l'ONF par rapport justement à ces éléments de gestion, rétablir toutes les prérogatives et toutes les missions de l'ONF, et deuxièmement, développer la recherche scientifique avec tous les moyens nécessaires et pas sur la base d'appels à projets dont on sait de toute façon qui sont liés à des intérêts économiques directs, aux intérêts capitalistes ou aux intérêts de mode. Et là-dessus, je pense que c'est ces questions-là que le groupe, à mon avis, doit porter. Alors, pour terminer, au niveau du groupe LFI, on va sortir un document qui sera envoyé à tous ceux qui le désirent. Donc vous laisserez à la fin votre email afin qu'on puisse vous le faire parvenir. C'est tous les éléments de proposition que nous pouvons faire. Alors, je vais me permettre de répondre parce que je crois que quand on voit évidemment le problème sur qu'est-ce qu'il faut planter, c'est sûr qu'on ne sait pas. Par contre, est-ce qu'il faut planter? Moi, c'est la question que je pose, parce que le problème est une notion de temps. En fait, dans n'importe quel jardin, si on laisse faire pendant 10 ans, la forêt elle s'installe toute seule. Et je pense que les arbres ont des capacités d'adaptation qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas mesurer, mais que le problème, c'est qu'on voit justement les essences individuellement et pas dans leur ensemble. Alors c'est sûr qu'on va avoir des problèmes sanitaires. Ceci dit, les capacités de résilience naturelle, même sur des forêts artificialisées, elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, les espèces, les essences sont en train de monter en altitude beaucoup plus vite que d'habitude,
parce que tout simplement le climat se réchauffe plus vite, parce que ça va avec un ensemble avec la faune. Et le problème, c'est qu'on fait des essais, notamment par exemple on plante des pins maritimes dans les Vosges, sauf que même avec le réchauffement climatique, la mer Méditerranée ou l'océan ne vont pas arriver dans les Vosges. Donc on fait des essais à très grande échelle où on empêche tout simplement la nature de reprendre ses droits et de donner une réponse à la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps de prendre le temps de voir quelle est la réponse justement naturelle des écosystèmes d'aujourd'hui, de leur adaptation d'aujourd'hui, et que ce sera, quoi qu'il en soit, beaucoup plus adapté que d'installer des essences d'ailleurs qui n'auront pas leur cortège faunistique et floristique nécessaires à leur épanouissement et pas non plus les conditions parce qu'on ne sait pas quel est le climat de demain et en plus on a le climat d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est confronté aussi avec le plan de relance à des échecs majeurs et qu'il faut peut-être arrêter de vouloir absolument installer des essences et laisser faire tout simplement la nature qui est beaucoup plus efficace que nous à mon sens. C'est une question de temps. On veut absolument installer tout de suite quelque chose. Alors que si on passe à une autre échelle, c'est-à-dire on est obligé de reconstituer les peuplements dans les 5 ans, c'est la loi. La loi, c'est une échéance électorale, c'est pas une échéance écologique. Et pour moi, il est urgent maintenant de laisser peut-être la nature reprendre ses droits parce qu'elle est beaucoup plus efficace finalement que nous. Juste pour compléter, pour pouvoir permettre encore, parce qu'il y a encore des questions, mais j'abonde complètement dans ce sens-là. Bien sûr, oui, il faut de la recherche, mais il ne faut surtout pas se précipiter. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas quoi planter, on ne sait absolument pas ce que ça donnera, donc on a besoin justement d'observer. Mais on a besoin de monde pour observer, il ne suffit pas juste de laisser faire. Il faut bien observer pour pouvoir ensuite analyser et pour pouvoir ensuite aider un petit peu la nature pour justement tirer les enseignements qu'elle nous donnera. Alors, effectivement, il y a besoin des moyens scientifiques, etc. Quant au climat, eh ben, je défie quiconque de savoir quel climat il y aura en France dans 50 ans. Il suffit qu'un courant marin se décale pour qu'en fait, même si la planète se réchauffe globalement, qu'en climat tempéré, en fait, en France, il fasse plus froid. Donc, les théories, tirer des plans sur la comète, c'est quand même assez risqué, alors que justement observer et tirer les enseignements de l'adaptation des forêts par elles-mêmes, sa résilience, c'est effectivement le plus fondamental. J'ajouterais juste une petite chose avant la prochaine question. Ça fait très longtemps que le monsieur veut poser une question, la dame aussi. J'ajouterais juste qu'aujourd'hui, on coupe des arbres qui sont adolescents, alors que quand on les laisse arriver à maturité, ils ont, et vous le savez à l'INRA maintenant, ils ont une adaptation génétique, une information qu'ils transmettent à leur descendance, mais la maturité d'un arbre, c'est plusieurs siècles. Le Douglas, on le coupe à 40 ans, il peut vivre plusieurs siècles, et là, il peut transmettre des choses vraiment intéressantes. Si on laisse pas tout simplement les arbres s'exprimer, le collectif d'arbres et d'espèces, on ne peut pas savoir à notre échelle humaine quelle va être la réponse. Si on veut planter des arbres, c'est pour produire du bois, c'est pas pour préserver l'eau. Et je voudrais juste appuyer là-dessus, laissons la nature reprendre ses droits et adaptons-nous à elle plutôt que de lui demander de s'adapter à nos besoins. Voilà. Voilà. Mon intervention, en fait, vous m'avez mangé mon pain, là, mais c'est pas grave. Je suis une fille de forestier qui a été le premier directeur régional de la propriété forestière Provence-Côte d'Azur. Et comme étudiante, j'ai travaillé un peu pour gagner des sous dans le centre. Et je me suis rendu compte que dans le sud, en fait, les propriétaires sont des énormes propriétaires. Et quand on va sur les cadastres, on s'aperçoit que c'est plus des forêts, quoi. Ça fait longtemps. Et ma question, c'est donc sur le temps, effectivement, j'ai un métier où on gère l'incertitude et j'ai compris que la forêt, c'était l'incertitude. Et ma question, c'est à quel niveau on peut agir par rapport à 2/3 de la surface de forêt, c'est privé. Et quand, dans la montagne bourbonnaise, là où je vis, j'ai des petites parcelles que j'ai rachetées grâce à la loi Sarkozy, vous savez. Hein. Et en fait, quand le CNPF maintenant vient donner des cours, les gens ne posent dans les petites communes que des questions sur la rentabilité. Et je suis écœurée.
Donc la seule chose que je trouve bien du CNPF, c'est les formations, quand on a le temps de s'y rendre. Mais leur façon de... si vous voulez, ils sont, comment dire... ils répondent aux questions sur la rentabilité de la forêt, quoi. Alors que c'est vrai qu'il faudrait que c'est... Comment on les appelle, adjoints techniques ou je ne sais pas comment. Parce que c'est des contractuels au CNPF. Oui, alors c'est pareil, au départ c'était des fonctionnaires, mais bientôt c'est en voie de disparition aussi, en fait. Oui, c'est fini. Je vais passer la parole parce que j'ai l'impression de la prendre un peu trop, mais juste que je voudrais répondre, et c'est pour ça que je suis là. Moi je suis en effet membre du RAF, je suis toujours aussi au SNU, même si j'ai quitté la fonction publique et l'ONF, et je suis aussi à SOS Forêt. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'on m'a proposé de venir, notamment par l'intermédiaire du RAF, mais parce qu'à mon avis, la réponse aujourd'hui, elle est urgente et elle ne peut être que politique. Parce qu'en fait, tant qu'il y aura des intérêts individuels et une rentabilité et des sous à se faire, on ne va pas en sortir. Tant que la politique, elle sera économique vis-à-vis de la forêt, on ne va pas s'en sortir. Et à mon avis, la réponse aujourd'hui, urgente, elle est politique. C'est ça le problème. Voilà, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc, question là. Oui, c'est bon, c'est bon. Juste une question, enfin une première question. Vous avez mentionné dans le cas de votre municipalité que c'était donc du public qui achetait des forêts privées. C'est pas très macroniste comme démarche et je voudrais savoir quels arguments vous apportez pour que ça puisse se faire. Deuxièmement, je me suis baladé par exemple dans le Cantal cet été, j'ai vu beaucoup de coupes rases. Et donc, deux questions. Est-ce que l'on sait comment les fûts font 3 fois le tour du monde avant de revenir éventuellement sous forme de meubles? Et une autre question sur ce qui n'est pas les fûts. On voit des énormes tas de branches qui font parfois la hauteur de plusieurs immeubles, qui sont dans un tel désordre qu'on se dit que c'est pas intéressant, ça va être brûlé, mais qu'est-ce que ça devient? Voilà, j'ai été très court. Sur la première partie, le travail de conviction qui est fait auprès des propriétaires auprès desquels on veut acheter la forêt en tant que commune, c'est la notion du bien commun. C'est la notion de protéger les ressources en eau. C'est la notion aussi d'une capacité pour une commune de survivre aussi financièrement quand on a 11 milliards de baisse de dotation de l'État depuis 2017 grâce à François Hollande et son ministre de l'économie Emmanuel Macron. Il faut aussi trouver des alternatives et il y a aussi des forêts aujourd'hui bien souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi en montagne bourbonnaise, mais dans ce secteur du Puy-de-Dôme, les forêts sont possédées par des gens qui n'habitent pas sur place, donc qui n'ont rien à cirer de reconstruire une école, d'aménager une crèche, enfin un service public. Donc il y a aussi démontré que la forêt peut être bien gérée et sans être à des taux de rentabilité délirants, mais être à une gestion équilibrée, en étant en futée irrégulière et en permettant de faire vivre un territoire. Et il y a des propriétaires qui sont sensibles. Alors, évidemment qu'on n'arrive pas à sensibiliser tous les propriétaires, mais notre objectif n'est pas d'acheter 100% de la forêt non plus. Je donnais les Vosges à 80%, le Massif central, on est à peine à 15%, et entre les deux, si dans les 10 prochaines années, on a passé le taux de forêt publique de 15 à 50%, on aura fait un boulot plutôt intéressant. Je complète parce qu'effectivement, il y a plusieurs parties dans la question. Moi, je vais compléter plutôt par rapport effectivement au conflit d'usage. Et puis avec l'organisation aujourd'hui du commerce du bois qui fait effectivement le tour de la terre. On expédie des grumes et puis on apporte des produits finis. Avec une balance commerciale d'ailleurs désastreuse du coup, et on s'étonne que la balance des commerciales soit désastreuse. Bon, bref, moi je ne suis pas économiste, mais quand même. Il y a aussi les conflits d'usage. On importe du Canada, par exemple, et en tout cas c'est ce qu'on voulait faire à Gardanne, une grande lutte à Gardanne pour convertir une usine, pour faire de la cogénération à millions de mètres cubes pour les brûler en France, avec un rendement d'environ 30%.
C'est surréaliste. Enfin, on est en train de brûler les forêts du Canada, avec en plus un bilan carbone, je ne vous dis même pas, enfin, catastrophique. En fait, c'est le modèle économique qui est complètement fou. Donc il faut effectivement pouvoir agir sur le modèle économique, et notamment à travers les subventions, mais aussi les taxes, etc. Mais ça, c'est la partie politique. Mais il y a vraiment quelque chose, parce qu'on donne de l'argent aussi quand même. On donne de l'argent public pour faire ces délires-là, quoi. Donc il faut vraiment pouvoir agir politiquement sur ce sujet-là pour que ça ne devienne plus rentable. Et il y a un vrai conflit d'usage. Le bois énergie, c'est un vrai sujet, parce qu'on nous vend effectivement la transition énergétique en disant, ok, on va arrêter les énergies fossiles, il y a un petit peu d'éolien, etc. Mais c'est surtout, on mise aujourd'hui en Europe, pas qu'en France, hein, en Europe, le plan européen, c'est de miser essentiellement sur la ressource bois pour se substituer aux énergies fossiles. Et je pense qu'il faudra à peu près brûler toutes nos forêts pour qu'on puisse y arriver. Hein. Mais je ne suis pas sûr que ce soit finalement très bon pour la transition écologique. Ok, je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Par contre, on va prendre 2 dernières questions, un homme et une femme. Donc levez les mains pour ceux qui restent. On va peut-être aller de ce côté-là. Est-ce que ça fait un moment? Ouais, bon, je commence là. Bonjour, je vais essayer d'aller vite. J'étais très touché dans ce que vous disiez sur l'ONF. Moi, j'ai de la famille et j'ai quelqu'un qui a vu, vous avez dit, il y a 44% d'effectifs en moins, et comment les gens qui travaillaient là-dedans, on leur a dit de détruire et de faire l'inverse de leur travail. Et du coup, il y a une question sur comment aider l'ONF. Parce qu'en fait, comment on peut aider l'ONF localement. Et après, il y a une réflexion, question, et sur la nous, Jura, forêt du Jura, on a de la chance, il y en a des publics, et on se base sur, là, il y a une usine à pellet qui va se construire, on va nous dire, c'est super, 30 emplois, pour 120 000 tonnes de pellet par an, et du coup, oui, mais, mais non. Et sur la ruralité, qu'amène en fait la question de... tous ces gens qui disent mais non, mais il n'y a pas d'étiquette, je fais de la politique sans étiquette. Ben, la forêt, c'est politique. Et du coup, la question, elle était sur sur qui s'appuyer localement, sur qui s'appuyer dans les départements pour mener ces batailles de garantir nos forêts, et comment mener les luttes en tant que citoyen. Alors, je vais essayer de répondre de manière très courte, parce qu'il y a plusieurs façons d'aider l'ONF, mais plus largement, hein, toutes les conversions dont on a besoin aussi pour le CNPF, etc. Je pense, la réponse elle est quand même politique, parce que c'est bien les lois qui découleront. L'ONF, on a eu l'exemple de madame qui expliquait qu'effectivement au CNPF, ils répondent aux questions qu'on leur demande, etc. Mais c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, ils ont... voilà. Alors après, c'est créer des syndicats. Voilà, nous, il y a des syndicats, on peut résister. Là, aujourd'hui, je vous parle, mais parce que je parle à titre syndical. Sinon, je ne pourrais pas me permettre d'avoir le discours que j'ai. Je serai demain en commission de discipline. Voilà. Donc, aider l'ONF, je pense déjà témoigner du soutien. On a des pétitions, mais c'est aussi d'aller voir les élus. On va relancer une campagne auprès des élus, et notamment par rapport à la loi de finances qui va arriver, et puis aussi par rapport au projet de loi qui se porte. Et c'est en tant que citoyen de dire, oui, on a besoin d'un véritable service public en France, et qui fasse de la gestion forestière véritablement durable pour ce bien commun qui est effectivement les forêts. Ouais. Après, je laisse répondre Catherine. Plusieurs fois est venue la réponse est politique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, faut élire plus de députés et les filles. Et puis, Tony l'a dit tout à l'heure, faut se préparer pour les prochaines municipales aussi. Puis, il y a une autre échéance, moi je suis désolé, il faut qu'on en parle. Il y a les européennes. Et forcément, aujourd'hui, ce qui se passe sur les lois, bien souvent, découlent parfois des directives européennes, et voilà. Mais il y a des choses qui, parfois, à l'Europe, vont plus loin plus dans le bon sens que ce que nous avons nationalement. Et donc, c'est à nous aussi de mener la bataille pour que le positif de l'Europe, parfois, s'applique nationalement.
Donc ça va faire partie des choses qu'on va travailler, notamment avec le livret forêt, sur l'adaptation de nos propositions à la question des enjeux sur les européennes. Parce que la question de la forêt, c'est vrai que c'est la question écologique, mais c'est une question aussi sociale. Alors, vous pouvez lire dans le rapport, moi je me suis battue pour que dans ce rapport soit d'abord écrit l'enjeu de la forêt est d'abord écologique, social, enfin son rôle est d'abord écologique, social et économique. Parce qu'on ne peut pas enlever la question économique de la forêt. Bien sûr, et dans la mission, au-delà de la question que tu as soulevée sur l'INRAE, les auditions des scientifiques, aujourd'hui, il n'y a aucune certitude. Aucune certitude, ça a été dit. Cela étant, il y a une urgence. Tout le monde dit qu'il y a urgence. Donc il faut bien qu'on commence à réfléchir à cette urgence par déjà mettre en place des projets, des lois qui aussi aident les élus sur justement des moyens supplémentaires. La première alors, j'ai parlé des européennes, mais la prochaine bataille que nous allons mener, les députés, c'est le budget. Hein. Ça va venir là tout de suite. Et moi, voilà. Et on sait qu'on va encore sur un budget qui va être encore... mais ce budget... Alors, nous, on va mener la bataille dans l'hémicycle, mais si demain, il n'y a pas les luttes localement qui continuent eh bien, on n'y arrivera pas. Moi, j'ai le souvenir quand même, pendant le budget précédent, où les camarades syndicalistes de l'ONF ont été présents auprès de l'Assemblée et ça a pesé. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait quand... Je rappelle simplement quand même que le débat sur la forêt et l'agriculture a été zappé puisqu'on a eu le 49.3. On n'a donc même pas pu aborder les sujets. Et au Sénat aussi. Donc on voit bien que, oui, la question, elle est politique, je dirais qu'elle est globale. Hein, c'est pas... et donc il faut qu'on continue. Alors moi, sur la question des... Qu'est-ce qu'on peut faire localement ? Moi, je suis désolée, mais on a des groupes d'action, hein, pratiquement partout. Et donc, il faut que cette question de l'enjeu sur la forêt et de la protection de la forêt, ça devienne des sujets. Et personnellement, si vous souhaitez m'inviter pour venir débattre avec vos GA, avec votre boucle départementale, je peux. Voilà, en fonction de mon calendrier aussi. Et avec plaisir, pour pouvoir justement travailler sur ces sujets, qui sont un sujet, ça a été, je le redis, c'est une question de la vie sur Terre. Parce que bon, on a parlé de peut-être ce qui se passe sur notre territoire national, mais excusez-moi, les incendies de forêt au Canada et ce qui se passe en Grèce et ainsi de suite, on a été touché l'an dernier par les incendies sur le territoire national. Je trouve que l'opinion publique parle beaucoup moins de ce qui se passe, même si c'est un peu, mais ce qui se passe plus loin d'eux. Alors que on vit tous sur la même terre. Oui, vous avez tous souligné l'importance d'un outil public pour changer de politique. On voit dans quel état est l'ONF à l'heure actuelle. Est-ce qu'on n'est pas à la veille de sa disparition ? On est, à mon sens, à la veille de la disparition du service public, tout simplement. On est déjà en cours de transformation en entreprise d'exploitation forestière. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc, en cours de disparition physique, oui, c'est physique, hein, on est 40% de moins. L'ONF, c'est pas des machines, c'est etc. La pertinence de l'ONF, c'est ses personnels, c'est la matière grise, même s'il faut rester humble, mais c'est les capacités de gestion qu'on peut apporter sur le sujet. Donc, en supprimant physiquement les personnes, effectivement, on est déjà en une suppression et doublé d'une privatisation
à travers le remplacement des fonctionnaires par des contractuels de droit privé, qui n'ont pas les attributs, je parlais de la police tout à l'heure, mais pas que, quoi. Donc tout ce qui est régalien. Donc en plus, on est dans une transformation d'entreprise, mais on a connu ça avec France Télécom, on a connu ça avec La Poste, et on est les derniers Mohicans, on résiste. Peut-être aussi parce que, bon, on a tous la vocation, et peut-être aussi parce que les citoyens, aujourd'hui, commencent à être de plus en plus attachés, mais on a bien évidemment besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à gérer les forêts. L'ensemble des forêts, d'ailleurs, de manière à la fois dans l'espace et dans le temps, quoi. Juste quand même, sur la question de l'ONF, le budget de l'ONF, aujourd'hui, il y a une part pour l'équilibre du budget de l'ONF qui revient sur notamment la vente du bois et qui pousse, d'ailleurs, qui pousse quelque part l'ONF à aussi couper plus pour pouvoir équilibrer. Donc vous voyez toutes ces contradictions. Et ça fait partie des amendements qu'on avait déposés à l'Assemblée dans le cadre du budget. Justement, cette notion de donner les moyens à l'ONF avec un vrai budget pour arrêter justement l'équilibre par les coupes. C'est là la forêt qui est notre bien, en plus qui nous appartient à tous. Et là aussi, c'est politique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc on va devoir clôturer cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Juste un petit mot pour vous dire qu'avec le groupe Forêt, on a mis en place une carte des différentes luttes autour des forêts. Donc si jamais vous voulez la retrouver, vous pouvez venir nous voir, comme ça on peut récupérer votre mail. Sinon, si vous avez un compte Facebook, vous mettez groupe Forêt France Insoumise, vous allez pouvoir retrouver tous nos travaux. Je vous propose aussi de prolonger le débat pour ceux qui le souhaitent au stand d'SOS Forêt qui est sur le village. Et puis je vous remercie. Je vais passer la parole à Marianne pour conclure. Oui, on n'a pas pu tout aborder, tous les sujets, que c'est multiple la forêt. Notamment, par exemple, Patrice parlait tout à l'heure de choses ahurissantes. Il y en a une qu'on n'a pas évoquée, c'est le fait de couper des forêts à ras pour des raisons écologiques, parce qu'on va installer des panneaux photovoltaïques à la place. Voilà. Voilà, il y en a, c'est ce qui se passe en Guyane, c'est ce qui se passe sur la montagne de Lure, c'est ce qui se passe dans le Jura aussi, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, en tant que militant politique, allez militer politiquement dans vos GA, en tant que citoyen de manière générale, il y a des collectifs qui se dressent absolument partout en France. Il y a un stand de SOS Forêt, qui est le collectif des collectifs. Canopée, dont parlait Catherine, est membre de SOS Forêt, le SNUFEN en est membre aussi. Et donc si vous voulez rejoindre un collectif local près de chez vous, ou alors savoir comment on peut prendre des parts dans un groupement forestier citoyen, il y aura des personnes qui sont ici là qui pourront répondre à vos questions et éventuellement prolonger le débat. Donc voilà. Et puis il y a même le RAF qui propose des formations aussi. Je sais que le SNUFEN en propose aussi, qui sont ouvertes un petit peu plus largement. Bref, je crois que toutes les questions que vous pouvez vous poser, on essaiera d'apporter des réponses sur le stand qui est là-bas. Donc bienvenue et merci à tous pour votre présence. Et si vous voulez avoir l'exemplaire du rapport, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il reste le rapport de Sophie Panonac, mais ça vous donnera quelques éléments, surtout scientifiques. Il est à disposition sur le stand. Et elle a parlé de la protection des forêts sur la bataille dans le cadre du projet de loi sur les ENR. On avait déposé plein d'amendements pour protéger les zones agricoles, pour protéger les forêts. Ils ont tous été rejetés. Voilà. Donc il faut qu'on continue justement la protection de nos forêts et éviter ces champs photovoltaïques qui sont en train de s'implanter un peu partout. Le combat continue. Merci à vous.